Salut, bienvenue dans ce dernier épisode de la 3e saison de Yellow Mike. Quand j'ai commencé ce podcast, je pensais vraiment pas que autant de gens seraient au rendez-vous, donc je voulais enregistrer un petit message et vous remercier très fort pour votre écoute, votre fidélité, ça me touche profondément. Voilà, c'est important pour moi et puis je voulais aussi vous annoncer une bonne nouvelle. Yellow Mike repart pour une 4e saison et on va tenter des nouvelles choses, donc restez bien connectés pour les prochaines annonces. D'ici là, portez-vous bien et puis je vous laisse en compagnie de Monsieur Gad Elmaleh. Bisous. Moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Mais tout, quand je dis tout, c'est le bon, le mauvais, la notoriété, les périodes de doute, la crise copie-comique, le plagiat, les voyages, le décalage, mon passage au Québec, ma marocanité, ma judéité, ma curiosité pour le christianisme dans mon film. C'est-à-dire, toutes ces choses me composent. Et je ne peux pas me nier et dire non, pas trop. Non, c'est moi. Les bons, les mauvais moments, c'est moi. Alors, chaque moment à part est parfois très difficile à vivre, mais à la fin de la journée, la somme des choses, c'est un cadeau. Et c'est un peu la prémisse d'ailleurs du passage que tu fais hier, parce que tu parles d'honnêteté. Tu dis aujourd'hui on se ment pas. Moi j'en ai marre des gens qui sont pas. Ça suffit. Tu vois, c'est le même sujet que tu complètement, c'est juste. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Gad Elmaleh. Bonne écoute. Bonsoir Montreux, comment ça va? Quel accueil à l'américaine! Los Angeles! Ça fait plaisir d'être là les amis, ça fait plaisir. J'ai plus l'habitude de ça, je vieillis, je continue le métier, mais il n'y a plus de ça va, j'entends rien, j'entends bien, ça va pas trop. Moi je te dis la vérité. Je suis pour la vérité, l'authenticité, ok? Je suis un enfant. Moi, je suis vraiment un enfant. J'ai pendant longtemps fait dans des assemblées un peu coincées. Tu vois, j'ai envoyé des aboiements. Je fais le chien. Tu vois, je sais pas pourquoi. Tu vois, je sais pas pourquoi. Il faut qu'il y ait une vanne, il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait... Ouais, mais c'est pas uniquement faire le comique. C'est, je crois, aussi une volonté très infantile de déstabiliser l'autre. C'est un peu comme quand je déstabilisais mon prof d'école quand j'étais petit, quoi. Mais je crois que nos natures, elles sont importantes. Chez les comiques, il n'y a pas... C'est rare, en tout cas chez les stand-uppers, hein, c'est rare qu'il y ait une grande différence entre ce que tu es dans la vie et ce que tu es dans tes textes et ce que tu racontes et l'univers que tu as, quoi, tu vois. En tout cas, en temps vert. Enfin, c'est l'idée, quoi. Ouais, complètement. Et comme je te dis, la scène, c'est vraiment la fin de la journée. C'est pas... J'aime bien cette idée. Ouais, la scène, c'est la fin de la journée. C'est pas du tout... Moi, je me rappelle quand je bossais à New York dans des comédie clubs, notamment au Comedy Cellar, j'attendais toute la journée d'être sur la scène du Comedy Cellar. Toute ma journée était dirigée vers le... Mais d'ailleurs, en ce moment, quand je tourne pas en journée, ou quand j'ai pas de rendez-vous, ou quand je suis pas en train de parler dans un micro pour faire un podcast, eh ben, j'attends et parfois je fais rien. Et parfois j'écris, parfois je regarde la télé, parfois je fais des siestes. J'attends juste le soir. Je me demande si j'ai pas accepté de discuter avec toi juste pour que le temps passe plus vite. C'est possible. Je suis pour la vérité, l'authenticité, ok? En même temps, je mens un peu, comme tout le monde. Des petits mensonges du quotidien. Hier, il m'est arrivé un truc fou. Dans le train pour venir en Suisse, j'étais en train de mentir à une dame qui, elle aussi, elle me mentait. Et chacun, on se mentait à nous-mêmes. Je suis assis à côté d'elle, elle est avec son portable, elle est en train de texter. Moi, je regarde, parce que je regarde tout le temps. Dès que des gens textent, je m'immisce, je me mêle. Je regarde, je veux comprendre. Elle écrit, devine à côté de qui je suis assise. Lui, il envoie 7 points d'interrogation. Elle écrit Gad Elmaleh avec un orthographe. Il y avait du tréma sur le E, du U. Elle m'a rendu turc dans le train.
Et lui, il répond non, N-A-A-A-N. Et moi, j'ai envie d'intervenir. J'ai envie, je craque. J'ai envie de faire ouais. C'est pas ça, moi, qui m'a frappé. Ce qui me frappe, c'est que 10 minutes plus tard, elle se retourne vers moi, elle me fait « Ah, mais vous êtes pas... » T'es sérieuse? J'ai les preuves, j'ai les documents, putain. J'ai le nage et tout, mais je peux pas, tu vois. C'est du mensonge. Première fois que t'es venu à Montreux, au final, c'était en 2021. Ouais. Mais j'en ai discuté avec Sébastien, il m'a dit non, une fois, il était passé faire un petit show en anglais dans un truc pas capté. Tu te souviens de ça? Ouais, bah, je m'en souviens très bien. Non, je me souviens de tout. Surtout que les festivals d'humour, voilà, ce sont des étapes pour moi en tant qu'humoriste qui sont très, très, très importantes. Donc, je suis toujours très curieux. Après, j'ai... Si tu veux mettre ta doudoune. Ouais, je vais mettre ma doudoune. Parce que, effectivement, en fait, voilà, au Palace, il fait dans un peu autre, froid dans cet endroit. C'est là où le stand-up, c'est pour moi l'école du vrai. Parce que dans un autre truc où si on n'était pas dans le stand-up, par exemple, on ferait la promo d'un film, on aurait coupé, et on aurait mis le manteau, et on aurait repris, et on aurait été bizarre. Moi, je préfère dire que j'ai froid, et au moment où je vous parle, les amis, j'enfile un manteau, mais c'est pas très grave. Ouais, parce qu'on est dans un endroit qui est un caveau sous l'hôtel, et c'est là où vous avez joué, vous avez fait même un warm-up, c'est-à-dire qu'avant de passer sur le gala, parce qu'hier t'es passé dans le gala de Redouane Bougueraba, vous avez fait un petit warm-up juste ici avec très peu de gens pour tester les vannes, voir un peu comment ça marche, ouais, ou juste faire plaisir. J'ai adoré. Je sais pas exactement quel était le... J'ai adoré ça, cette intimité, la préparation au gala, tester un peu. Et j'ai commencé par dire, on est au Festival de Montreux à Lausanne, un peu comme le Paris-Dakar en Amérique du Sud, et j'ai hâte de voir le Marrakech du Rire à Neuchâtel. Eh bien, moi, je trouve que c'était un peu marrant, mais ils n'ont pas assez ri, les gens, pour moi, et ils ont trouvé ça facile. Et dans leur rire, j'ai senti que c'était facile. Eh bien, au gala, je ne l'ai pas fait. Ça correspond exactement à la philosophie du stand-up, qui est d'être toujours et en permanence en travail, en peaufinage, en révision, toujours en train de visser un petit truc, d'arranger. Il n'y a pas de stand-up sans ça. C'est pas une science exacte. D'ailleurs, l'école, entre guillemets, d'humour de ma génération, je m'y reconnais moins que celle d'aujourd'hui, parce que je trouve, bien que j'admire beaucoup d'humoristes de ma génération, qu'on a oublié un peu le travail. Mais le travail dans le sens où refaire tous les soirs, jouer tous les soirs. Et moi, je vois, par exemple, cette année à Montreux, un niveau chez les jeunes humoristes. Enfin, jeunes, ils ne sont pas tous jeunes, mais... Et je vois sur scène que ça bosse. C'est-à-dire que j'aime ou que j'aime pas, que ce soit mon style, pas mon style, on s'en fout. Mais tu peux pas dire d'un humoriste qui est passé ici au warm-up ou au gala, ben, il fait pas le boulot. Alors que chez les comiques, au sens large du terme, il y en a qui sont marrants, il y en a qui sont rigolos, il y en a qui sont sympathiques, mais ils sont pas aussi radicaux, efficaces, et ils tuent pas, ils cassent pas tout, comme ce que je vois aujourd'hui. On peut aimer ou pas aimer le stand-up, mais on peut pas reprocher, enfin, on doit admettre et s'incliner devant le travail que c'est. L'autre soir, j'étais au restaurant, il y a un mec qui est au téléphone. J'adore écouter au restaurant ce qui se passe. Le mec, il est seul à table. Il répond au téléphone, il dit non, mais Mathieu, quand il va arriver, je vais le déchirer, c'est n'importe quoi. Il raccroche. Il y a un gars qui arrive pour dîner avec lui. Ça va, Mathieu? L'autre, ouais, et toi? Ouais, ça va, il s'assoit. J'avais envie de dire, non les gars, vas-y, dis-lui ce que tu viens de dire. Je sais pas, putain, ça me parvient, ça m'atteint, ça. J'arrive pas à me retenir. L'autre jour, je suis dans Paris, il y a un mec, il promenait son enfant en laisse, les amis. Je te jure, je te jure, ça existe. Je sais pas si vous faites ça en Suisse. Le petit, il avait un harnais, ok, avec une laisse, et en plus, c'était une laisse rétractable, comme pour les chiens, tu vois. Genre, à un moment donné, il l'a bloqué, hop, l'autre, il était comme ça. Bon, allez, vas-y, tac, tac, tac. J'ai voulu intervenir, je suis pas intervenu. Mais, sauf que je marche 200 mètres plus loin, putain, il y a un gars. Il avait une poussette. J'ai baissé la tête, il y avait un chien dedans. Écoute-moi. J'ai craqué, j'ai dit, monsieur, il y a un monsieur là-bas avec son fils, il faut parler, il faut... On ment, les amis. Et à mon âge, je devrais arrêter. J'ai passé 50 balais. 50 balais, c'est pas vieux, c'est pas jeune. Hein. 50 ans ce soir, voilà. Hein, les filles de 25 ans dans la salle, elles me regardent. Elles se disent, ouais, il pourrait être mon père. Et en même temps, ça passe. C'est ça qui est... J'ai une vraie question pour toi, parce que tu parlais effectivement des comiques plus jeunes et tout. Parce
Parce que toi, tu as la cinquantaine, c'est d'ailleurs un peu Ouais. la base de ton nouveau spectacle. Et en fait, moi, j'aime bien regarder le stand-up américain, le stand-up anglophone. Et souvent, les grosses stars, elles ont plutôt 50 ans. Louis C.K., Dave Chappelle, Ah, c'est vrai. Ricky Gervais. par exemple. Et en fait, c'est pas anodin que de voir des gens performer sur la durée et à la fin, on se rend compte que c'est des grosses restas. Alors qu'en France, on a un peu cette image, peut-être parce que c'est plus récent. Quand on dit stand-up, les gens, 30 ans, enfin, tu vois, Ouais. plus cave de stand-up et tout, je vais avoir ton avis là-dessus. Je comprends, mais en même temps, on peut comprendre aussi que dans le monde francophone, la tradition du stand-up, elle est arrivée tard. Pas la normalisation, mais la démocratisation, le fait que ce soit présent, les comédie clubs, la forme aussi, elle est arrivée plus tard qu'aux États-Unis. Donc forcément, on l'a commencé plus tard. Donc forcément, ça commence par des jeunes. Et que moi, eh bien, je l'ai commencé peut-être plus tôt que certains de ma génération, mais je resterai quand même le mec qui est le vieux du stand-up. Et j'en suis très fier, et j'en suis très heureux, parce que je mélange, je suis à la croisée de deux générations et de deux manières de faire de l'humour. Mais je crois que si aujourd'hui, Ricky Gervais, tous ces gens dont tu parles, Louis C.K., Bill Burr, toutes les grandes stars de la comédie anglo-saxonne, ils ont commencé le stand-up très très jeunes. Et eux, très jeunes, c'est donc il y a 30 ans. Et 30 ans, c'était à fond déjà le stand-up. Ouais, c'est ça. Alors qu'en France, c'était pas à fond. Mais je pense que ça va changer. Et puis, il y aura dans 20 ans, il y aura plein de grosses stars de 50 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je serai toujours là. Ouais, carrément. Non, mais je crois que, un peu comme après sur le papier, oui, tu vieillis, ce sont des chiffres, ce sont des constats, ce sont des faits. Tu as 50, 60, 70 ans, 80 ans. Mais est-ce que ta joie de faire rire, elle est intacte? Est-ce que tu as encore la joie de faire rire? Parfois, je me pose des questions sur certains de mes collègues. Je me dis, mais pourquoi ils font plus rire? Alors, je parle avec eux. Et bah, tu vois que ça leur procure plus de joie. Ils n'aiment plus faire ça. Non, mais c'est ça, mais quand tu dis 30 ans de scène, psychologiquement, déjà, c'est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu te balades un peu là-dedans. Et puis, au bout d'un moment, en fait, c'est marrant. Je discutais avec Roman hier, Fraissinet, que Ouais. je connais un petit peu. Et du coup, on parlait de ça et on me disait... je disais, moi, je regarde des interviews de Steven Spielberg, par exemple, et il va te dire, en fait, l'essentiel, c'est le mouvement de la caméra. Et toi, tu fais, oui, on savait, mais en fait, non, on ne sait pas. Et tu vois, il y a un peu ce truc de retour à une essence de qui on est et pourquoi nous, on fait rire de cette façon et que personne d'autre n'est capable de le faire. Parce qu'en fait, c'est notre façon de faire de la comédie. J'ai l'impression que tu es plus là-dedans. Moi, je suis beaucoup plus là-dedans. Mais ça me parle ce que tu dis. C'est Jerry Seinfeld qui dit la comédie, c'est simple, mais c'est pas facile. Et je comprends ce qu'il dit, tu vois. Et je comprends aussi ce que tu dis sur le process finalement créatif de la comédie, qui est un peu comme tous les process artistiques, très très purs ou sincères. Un peu comme quand on voit de l'art contemporain. C'est facile de se moquer d'un mec qui fait un trait. Mais ce trait, est-ce que c'est pas la conséquence d'une multitude de traits? Est-ce que c'est pas le meilleur trait? Est-ce que c'est pas le dernier trait? Est-ce que c'est pas celui qui est le plus juste? Est-ce que c'est pas celui qui est le plus fort? En tout cas, moi je crois à ça. Il y a les blagues que tout le monde peut faire, il y a les blagues que seuls les humoristes peuvent faire, et il y a les blagues que seul un humoriste peut faire. Et on veut tous atteindre ce niveau d'être le seul à faire ces blagues. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que dans mon spectacle, je sois le seul à pouvoir le faire. Tu parlais de Roman Fraissinet, par exemple, tout à l'heure. Si tu n'es pas Roman Fraissinet, tu peux prendre 5 minutes de Roman Fraissinet, les dire dans ton spectacle, tu ne seras jamais Roman Fraissinet. Ce sera pas bien. C'est pas possible. Mais c'est mon état d'esprit. Moi, je suis persuadé que moi, je prends un texte de Seinfeld, je vais sur scène, je suis nul. Voilà. Tu vois. Ou alors, si tu prends la raquette de Federer, je pense pas que tu gagnes Roland-Garros. C'est exactement ça. Il y a un peu ce truc de... De toute façon, pour moi, c'est la base de mon podcast depuis que j'ai commencé ce truc-là. C'est de dire que je suis très ouvert à n'importe quel style d'humour. Moi, tu peux me proposer des personnages, tu peux me proposer une situation, tu peux me faire du stand-up pur. Moi, ce que j'aime, c'est la singularité des gens. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'au final, tout le travail pendant les 3-4 premières années, c'est juste de se dire attends, je fais quoi là? Ouais. Est-ce que je vais pas juste y aller tranquille? Ouais, c'est bien ce que tu dis. Avec mon état d'esprit. Ça me parle. Tu vois, Jimo, par exemple, il a mis... Les gens ne le savent pas forcément, mais il a mis un peu de temps avant d'arriver avec ce personnage lent qui est au final sa singularité, qui est lui. Et on a tendance à vouloir être comme ceux, quoi. Et d'ailleurs,
pas mal de gens ont voulu être un peu comme toi, parce que tu étais une grosse référence pour beaucoup de comédiens qui font du stand-up aujourd'hui. Oui, sauf que moi, j'étais moi-même une conséquence de plein de Oui, choses. c'est ça. Et en fait, je crois qu'on doit être la conséquence de l'addition de nos désirs, nos déceptions, nos rencontres, nos cadeaux de la vie, nos découvertes et notre travail et notre talent. On doit être la conséquence de tout ça. Alors comme tous les mecs de 50 ans, bah, c'est pathétique, je veux être avec des filles plus jeunes que moi. Et ça veut rien dire, tu vois. Je scrolle sur Insta comme un con. Brrr, je tombe sur des filles à moitié à poil qui citent des philosophes, j'ai jamais compris pourquoi. Elles sont de dos en string à Ibiza et elles écrivent « Si ton âme et ton cœur regardent dans la même direction ». Ou alors elle s'est prise en photo au pied d'un jet privé, sur le tarmac d'un aéroport. Elle a un sac Vuitton, des chaussures à 3000 et elle écrit « Merci, la vie ». La vie. C'est la vie qui habite tout ça, oui. Jean-Jacques Lavie, 78 ans. Il est dans l'avion, skin, il n'arrive même plus à bouger. Non, c'est chaud. J'ai essayé, j'ai fait des dates avec des filles beaucoup plus jeunes que moi. Même dans le langage, dans notre communication, c'est pathétique. Elle essaye d'être, finalement, et de correspondre à quelque chose, et ça va pas. Et moi aussi, on était au resto, et je lui ai dit, ça te plaît, le resto? Elle m'a dit, j'avoue. Moi, j'ai plus de 50 ans, j'ai attendu qu'elle avoue un truc toute la soirée, écoute-moi bien. Elle a commencé une anecdote avec Askip. J'ai dit, chérie, j'ai 50 balais, Askip, je vois de la lessive, arrête. Du coup, je suis tout seul, quoi, tu vois, je suis seul. C'est possible. Il y a un truc que je trouve trop... Enfin, moi, je suis... Non, déjà, moi, mon concept, j'appelle ça la zone, parce que c'est LeBron James qui l'a appelé comme ça. C'est quand il a battu le record à NBA du nombre de points. Il y a un moment donné, il était à 50 points, 60 points, et il savait que le record était bientôt. Et du coup, on lui a dit à la fin, mais comment vous faites pour ne pas être déstabilisé? Il fait, je sais que je suis dans la zone. Et je veux rester dans la zone. Et ce truc de la zone, moi, je l'entends souvent parler chez les comédiens. J'ai vu une interview, je crois que tu l'appelles l'impulse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien, ouais. Et tu es bien informé. Et en fait, moi, je voudrais que tu me parles de ce truc-là, parce que c'est souvent un délire que les gens qui ne sont pas dans le processus de création ont du mal à intégrer. Et j'aime bien cette idée qu'en fait, peut-être que aussi ta manière d'être un peu dans la vie de tous les jours, c'est une manière de rester un peu connecté à ce que cette zone, elle apparaisse de temps en temps et que d'un coup, tu te retrouves dans un truc quasiment spirituel. Je reprends non, mais totalement. D'ailleurs, tu parlais de Roman, on a ces échanges ensemble. Hein. Je crois qu'il y a... Si tu veux aller de toute façon un peu en profondeur dans ce métier-là, je parle du stand-up, tu ne peux pas faire abstraction de la quête de chacun. Tu ne peux pas tout simplement fermer la journée et t'ouvrir le soir à être un faiseur de blagues. Sinon, bon, ben, tu es que dans la forme, tu n'es pas trop dans le fond, il n'y a pas d'âme. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un opportuniste avec ma propre vie et d'exploiter ce que moi-même je vis. Alors, c'est un peu une boucle infernale, mais c'est ça qui est jubilatoire, en tout cas. Et pour parler de la zone, j'adore cette image que tu donnes de LeBron James, t'as dit ? Ouais. J'adore parce que c'est une belle définition qui n'est ni floue ni précise, mais qui est juste sur ce qu'il ressent, qui est juste sur avec soi-même surtout d'ailleurs. Ouais, y a rien de mieux que d'être non pas honnête, mais juste avec soi-même et savoir où on en est. Alors quand tu te mens, c'est terrible. D'ailleurs, c'est comme ça que tu vieillis, c'est quand tu commences à te mentir. En fait, tu vieillis quand tu mens. En fait, quand tu te mens à toi, quand tu mens, quand tu fais des choses qui sont pas la réalité, quoi. Donc et c'est ça. Et pareil sur scène. Après, pardon, je t'interromps, mais dis-moi, alors là, est-ce qu'on peut être... moi, c'est la vraie question que je me pose et que je pose à tous les humoristes. Jusqu'à quel âge on peut être un comique? Je te pose la question. Bah, pour moi, de vitam aeternam. Hein. Ah Même ouais, tu prends crois. des François Rollin ou des choses comme ça, enfin, tu vois, des gens qui sont peut-être un peu moins connus et qui sont un peu plus vieux. Tu vois, Larry, la série... comment ça s'appelle déjà Larry David. Larry David. Tu vois, il a ce truc, oui, c'est pas quelqu'un de jeune, et pourtant, moi, je crois que c'est un des mecs qui me fait le plus rire au monde. Parce que je trouve qu'il a trouvé exactement le bon croche-pied la méchanceté, de se mettre en situation la fausse, dans un vrai monde qui est pas
habitué quand tu regardes. Et je me demande où ça va quand tu vois les Dave Chappelle qui sont quasiment pendant 20 minutes, il n'y a pas une vanne, t'es dans une église et ils prêchent pendant 20 minutes, tu vois. Les Ricky Gervais qui ont des intelligences d'esprit sur des vannes, sur des choses où tu... Waouh, c'est genre, ça remet même en question plein de choses que tu pensais juste avec une vanne. Je pense que justement, moi, le stand-up, j'ai l'impression qu'on va là-bas. C'est-à-dire que moi, à la fin, ce que je veux, c'est de voir Edgar Morin qui fait des blagues, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Et en dire. même temps, je prends le contre-pied de tout ce que je raconte parce qu'il y a une phrase qui me fait rire dans ton spectacle d'ailleurs et qui est pour moi une phrase genre c'est la meilleure phrase du spectacle. C'est quand tu fais je me la joue Zarma anthropologue et vous tout ce que vous allez retenir c'est ti tali tati tati tata hey hey. Tu vois? Mais grave. Mais parce que c'est la tristesse du comique aussi qui n'est jamais regardé. Est-ce que c'est une haute estime qu'on a de nous-mêmes? Non, je pense que c'est être juste avec soi-même. Nous-mêmes, nous sommes des anthropologues et que quelquefois le public est en quête de la blague. Mais à nous d'amener l'anthropologie au niveau de la blague et la transformer, plutôt que d'exiger d'être regardés comme des anthropologues tout simplement pour satisfaire une forme d'ego et de posture. C'est ça. Parce que nous, on est très flattés quand on nous dit qu'on est intelligent. Mais en même temps, c'est la base d'être intelligent pour faire rire. Je ne connais pas, et j'espère qu'il n'y en aura jamais, des comiques pas intelligents. Parce que pour être enfin, je dis pas que c'est l'intelligence suprême ou alors que tu ne peux pas, mais c'est un langage, c'est une forme d'intelligence qui est indispensable à l'art de faire rire. Après, il y a tellement de formes d'intelligence. Pour être un acteur de cinéma, il faut avoir une intelligence instinctive. C'est une forme d'intelligence. Mais j'ai trouvé beaucoup moins d'humour, forcément, chez les acteurs de cinéma que chez ceux qui dans la vie, cherchent et s'interrogent et remettent tout en question. D'ailleurs, parfois, j'ai du mal sur des plateaux de cinéma. J'adore le cinéma, j'adore écrire, j'adore réaliser. Mais quand je suis acteur, c'est vrai que moi, j'admire les acteurs qui se donnent à fond dans leur rôle et qui déconstruisent pas. Ouais. Sauf que nous, notre vie, c'est de déconstruire. Moi, je peux être en train de tourner une scène très dramatique, mais il suffit que le mec qui fait le clap, il bégaye un peu ou il a un cheveu sur la langue. Je peux pas, parce que moi, c'est la vie qui m'intéresse plus que la fiction. Et le réel me fait fuir. J'ai pas envie du réel, moi. Enfin, pas le réel, mais le solennel d'une prise de cinéma, d'une scène, eh bien, elle me coince dans quelque chose. Alors que me sauver comme ça avec tu vois, un petit détail de la vie, ça me donne beaucoup d'air et de liberté. J'étais au Maroc il y a quelques jours et il y a une dame qui est venue me voir à l'hôtel et qui m'a dit « Regarde, c'est dommage que vous soyez mariés. » Je dis « Ben, moi, je suis pas marié. » Elle me dit « Ah, moi, oui. » Je tombe vite amoureux, les amis, très vite amoureux. La première fois de ma vie, les amis, que je suis tombé amoureux, j'avais 9 ans. Elle en avait 14. J'étais chez mes parents, assis sur le canapé dans le salon, dans la pénombre, et elle était en face de moi, sur un écran. Le film, il s'appelait La Boum. C'était ma chérie, c'était mon amour, Sophie Marceau. Je pensais presque que ce film, il avait été fait pour moi. Et là où la vie, elle est complètement dingue, elle m'a fait un cadeau, c'est que 30 ans plus tard, je reçois un coup de fil d'un producteur qui me dit « Est-ce que tu aimerais faire un film avec Sophie Marceau ?» Je lui ai dit « Écoute, elle, je sais pas où elle en est de notre histoire. Moi, sache que je suis à fond, j'ai jamais arrêté de l'aimer. » J'ai dit « C'est quoi le film ?» Il m'a dit « Ben, c'est une histoire d'amour, tu vis avec elle. » Après, j'ai dit « Ok, un biopic, j'y vais, ça marche, je suis avec toi. » Il m'a dit, je t'envoie le scénario, tu lis, tu me dis, mais quel scénario? Donne-moi l'adresse du truc, donne-moi l'horaire, je viens. Non, lis quand même. Je lis 3 pages, parce qu'à la 3e page, je m'arrête. Il y a écrit, elle se retourne vers lui et lui susurre à l'oreille. À susurre, j'ai fermé le scénario. À susurre, je me suis dit, je vais me faire susurrer par Sophie Marceau. Je l'appelle, je lui dis c'est bon, je fais le film. Il me dit c'est sûr, je dis c'est sûr. Je veux le faire.
Quand j'arrive le premier jour de tournage, j'étais intimidé, j'étais gauche, j'étais maladroit, j'étais timide, je tremblais. Ma voix, je bégayais. C'était ridicule. Elle est venue, elle serrait la main à tout le monde. Je dis, elle va pas me serrer la main à moi. Pour moi, c'est des retrouvailles. Elle, c'est une trouvaille. Elle m'avait jamais vu, elle connaissait pas. Elle m'a quand même serré la main. Enchanté, Sophie. Enchanté, gars. Dans ma tête, je dis, t'inquiète, tu vas me susurrer tout à l'heure. J'étais débile, je faisais des vannes à 2 balles. Genre, tu veux pas enlever tes suceurs, mais des trucs fatigués. Et j'arrive pas à me la sortir de mon cœur et de ma tête. J'ai même comme projet, les amis, de me faire tatouer son prénom sur mon bras. C'est absurde, je sais, je suis vieux pour un tatouage. Les gens ils disent, ouais, tu vas le regretter plus tard. On est déjà plus tard. Il y a même des gens qui ont fait beaucoup de tatouages qui m'ont donné un conseil. Qui m'ont dit, pour un premier tatouage, fais-le dans un endroit où tu t'en fous un peu. Du coup, je vais le faire à Annemasse. Merci Montreux. Merci. Du coup, j'ai regardé pas mal de choses que tu avais déjà fait. Et je me suis surpris à regarder L'autre, c'est moi pour le revoir. Et en fait, je faisais les blagues à ta place, tellement je l'ai vu. Je crois. Ah, wow. Ça veut dire que soit tu l'as vu souvent, soit elles sont prévisibles. Donc, non, c'est plutôt la première étape. Ouais, c'est marrant que tu dises L'autre, c'est moi, parce que sans fausse humilité ou posture ou évitement de flagornerie, beaucoup de gens me parlent de ce show en connaissant le titre. Et tu vois, c'est assez rare en fait, parce que quand tu es humoriste, on te parle d'une vanne, on te parle d'un... Mais beaucoup de jeunes, de vieux, me parlent de L'autre, c'est moi, comme si c'était une étape. Et je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, pourquoi est-ce qu'ils retiennent ce spectacle ? Je pense que dans la forme, c'est là où j'ai glissé vers le stand-up. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Avant, il y avait ces personnages. Enfin, moi, j'ai le souvenir du personnage de l'agent immobilier, Ouais. Du petit vieux. Ouais, Enfin, c'est chouchou, ton papa, même, je crois. Ouais. Et ouais, effectivement, L'autre, c'est moi. Je crois que c'est un des premières adresses publiques, là où les gens en France à l'époque étaient moins habitués à ça. Ouais, à complètement. cette adresse Ouais. publique. C'était tout nouveau, c'était d'être en mode stand-up, même s'il y a eu des humoristes qui se sont adressés au public directement, mais c'était toujours avec une forme de jeu ou de posture. Et que ce soit Coluche ou Desproges ou Fernand Reynaud, c'était eux, mais c'était peut-être plus Coluche dans un langage très quotidien qui pourrait un peu ressembler au stand-up, mais c'était pas le prolongement de leur journée presque. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui le stand-up... Et moi, ça me plaît d'ailleurs, ça m'excite énormément d'être sur scène la suite de ma journée et non pas le moment solennel où tout à coup je deviens un artiste performeur qui met son habit de lumière et qui commence à... J'aime bien les personnages, j'aime le fait de rentrer dans la convention théâtrale, mais j'aime bien cette école du stand-up. Quand je vois autour de moi tous ces gens ici à Montreux ou ailleurs dans les clubs parisiens ou new-yorkais, qui sont tout simplement en train d'exister à voix haute. Voilà. Et non pas de faire le show, mais le show, c'est la conséquence de ce qu'ils sont, parce qu'ils existent fort, en fait. D'ailleurs, du coup, je discutais avec Roman, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, qui apparemment coécrit un peu avec toi ton spectacle. On collabore sur le nouveau show, bien sûr, on peut le dire, parce que c'est... Et il me disait ça, parce que je lui parlais de... Je lui dis, putain, c'est fou, gars, le corps, enfin, tu vois, la puissance du corps sur scène et tout. Et il me dit, ouais, mais nous, on a vraiment envie de faire des vannes. Si on les dit, c'est trop marrant. La vanne, on l'a dit, c'est trop marrant. Et on rajoute le corps derrière pour que ça soit au sol, tellement c'est marrant. Ouais, je pense qu'il a raison, Roman. Si tu veux, je crois que non pas le défaut, mais la manière de travailler des gens qui ont beaucoup de langage du corps, c'est que bien souvent, c'est pas une facilité ou une béquille, mais ça se mélange. Le comique du langage et du corps se mélange. Mais ce que Roman propose, et il a raison, si tu dis la vanne sans bouger qu'elle est drôle, alors là, si tu rajoutes le corps, on est KO et tu amènes le niveau, mais vraiment très très haut. Et on essaye de faire ça ensemble, et on en a parlé, lui et moi. Et lui, il pense que c'est se servir, en tout cas. Il a raison, en fait. Il sait que moi, je l'ai, ça, le langage corporel. Mais il ne faut pas s'en servir pour créer. Il faut s'en servir pour appuyer la création et ce qu'on a envie de dire finalement. Et moi j'arrive à échanger avec lui, et bien sûr qu'on peut en parler, parce que je suis plutôt heureux et fier de bosser avec lui, parce que je pense que c'est celui qui est le plus brillant de sa génération.
Mais vraiment sans. Moi, tu prêches un convaincu, mais oui. Ah oui, sans douter. C'est-à-dire que... Alors après, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir, tous les jeunes stand-uppers, de pas tous les citer, mais il y a beaucoup de gens que j'admire dans la nouvelle génération. Mais je dois dire que celui qui se distingue vraiment par le travail, l'intelligence, la force en tout cas comique, c'est Roman Fressinet. C'est pas un autre en fait. Et je voudrais vraiment que tu me parles de l'impulse, parce que je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est comment tu te mets dans un mood de création. Ouais. Parce que je sais que tu as l'exigence après de travailler Ouais. cette vanne, mais c'est des étapes. Mais les prémices. Ouais, c'est les étapes, parce que je crois qu'il y a ce qui s'impose à toi, ce que moi j'appelle l'impulse, c'est l'état un peu physiologique, l'état physique, c'est mental et intellectuel, mais c'est un peu physique, où quand dans le ventre s'impose à toi de prendre une note. Je ne saurais pas te l'expliquer. Il faut prendre une note. Très bien. Il faut que dans les notes, tu vois, j'ai mes notes. Les gens, tu vois, ce matin très tôt, je pensais au fait de vieillir. Et alors c'est rien. Et j'ai écrit: les gens se préparent pour un pique-nique, les gens se préparent pour sortir quand il fait froid, ils s'équipent quand il pleut, mais personne ne se prépare à vieillir. Ouais. Et je me dis, c'est fou, parce que on sait tous qu'on va vieillir. C'est une des seules certitudes qu'on a. Et il y a des choses qu'on peut faire pour un peu s'organiser au niveau de notre santé, de notre forme physique, de notre mental, de tout ça. Et bizarrement, on est plus préoccupé à faire les choses en apparence. Bref, je ne sais pas où ça va, ce que je suis en train de dire. Si, moi je trouve ça très bien, parce que justement c'est une prémisse qui te prend aux tripes. Quand tu l'as dit, elle n'est pas drôle, mais on sait très bien que derrière tu vas faire, personne ne met son petit chemisier, personne ne met sa canne et se vieillit, personne n'a envie d'aller emmerder les gens à la caisse. Enfin, tu vois, tout de suite tu prends... Il faut répéter, il faut faire des répètes de vieux, mais on peut peut-être... Non, mais moi je le prends parce que j'ai aucune expérience comme ça, mais je vois où tu veux en venir. C'est-à-dire qu'en gros la prémisse te prend et après tu vas travailler les vannes dessus. Et ben, l'impulse, c'est ça pour moi, elle s'impose à moi. Et après, c'est pas sûr qu'elle soit retenue. Après, je vais l'écrire, je vais la roder, je vais l'essayer. En ce moment, puisqu'on parlait de Roman, je vais lui en parler. Lui, il a une exigence, mais qui est dans ses yeux. Je vois tout de suite si c'est intéressant ou pas intéressant. Et parfois, c'est un visage. Quand il me fait juste... Bon, alors, c'est pas très podcast phonique ce que je vais faire, mais quand il me fait juste... Oh là là. Genre, non, il est pas à l'aise. Avec quoi. la main, il genre, penche un peu le corps. Laisse tomber. Ça, je trouve ça bien. Et il y a d'autres artistes qui m'ont dit, des fois je discute avec des gens, j'entends un truc et je fige. Et les gens savent qu'en fait je les écoute plus vraiment. Ouais. Il faut que j'aille noter un truc ou il faut que je pense à ça tout de suite. Ouais, ça je connais bien. Ou alors j'entends une conversation à côté, ou alors... Et tu vois, là on était en train de parler, et je pensais à 2-3 choses en même temps, tu vois. J'étais en train de me demander ce qu'il fallait que... Tu vois, là j'ai des trucs de mon tout nouveau spectacle pour le gala ce soir à Montreux. Je me dis, mais est-ce que je le fais en même temps? Je crame ce passage, et en même temps j'ai tellement hâte de montrer le nouveau. Mais donc c'est un peu un dilemme, quoi, tu vois. Ah bah, très bonne question pour toi, j'enchaîne. Je vais pas trop prendre de ton temps, mais je suis désolé, c'est trop. Non, après on arrête. C'est parce que moi, parce que j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de temps, mais ça y est. J'ai beaucoup d'artistes qui me disent, moi je fais pas de passage à Montreux de mon spectacle parce que je veux pas que les gens y viennent et qu'ils voient un truc que j'ai déjà fait. Et en même temps, c'est drôle de se dire que par exemple en musique, les gens ils vont voir des choses qu'ils écoutent toute la journée. Et est-ce que toi, avec ta notoriété, t'as pas ce truc-là où c'est aussi un plaisir pour les gens de venir écouter un truc qu'ils ont déjà entendu? Oui et non, c'est-à-dire que l'humour, ça fonctionne sur la surprise, pas la musique. L'humour, c'est l'art de mettre le clignot à gauche et tourner à droite. Et c'est là que le rire opère. On rit que parce qu'on est surpris. On rit que parce qu'on se fait cueillir. La musique, on prend du plaisir parce qu'on a ce qu'on attendait. C'est vraiment totalement le contraire. Si dans un concert, le chanteur fait quelque chose en moins, tout le monde va dire « Ne tourne pas rond !» Et ils sont heureux de dire les paroles. Si un comique commence une phrase et tu t'imagines si le public de chansons faisait « Ça, on la connaît. Non, au contraire, ils veulent cette phrase. Ils veulent parce qu'ils sont venus chercher ce qu'ils aiment.
les comiques viennent chercher l'humoriste qu'ils aiment, mais pas forcément les vannes qu'ils aiment, le public des comiques. Je pense pas que La le singularité. public de comédie veut réécouter exactement les mêmes blagues. Tu peux faire le même univers, les mêmes accents, les mêmes personnages. Mais moi, j'ai une théorie à laquelle je crois depuis longtemps. Ouais. Donne au public ce qu'il attend de toi et il sera déçu. C'est exactement ça. Mais ça marche partout, hein. Ça marche en audiovisuel, ça marche en... Ouais, non, en tu amour trouves pas aussi. En amour aussi. Non, mais c'est super. Bah ouais, je trouve ça... Ouais, j'en ai... Et bah écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question en général que je pose aux invités. Alors je sais pas comment toi tu vas le prendre, mais j'aime bien finir le podcast avec des passages d'humoristes qui sont pas ceux que j'interviewe. Qui ne sont pas la personne que j'interviewe. Ouais. Et donc, du coup, j'aime bien demander à l'humoriste qui voudrait choisir. Là, tout de suite, je leur ai dit Roman, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, par exemple. Roman, ouais, c'est-à-dire qu'avoir un passage de Roman. Ouais, c'est ça, c'est un petit morceau, c'est pour finir, je finis en musique. Ça... Mais c'est des gens que toi, t'as interviewé. Des gens qui sont passés à Montreux. Ah, qui sont passés à Montreux. Ouais. Donc, ça peut me mettre plus vieux. Roman, et si tu veux me faire un cadeau et faire une entorse à ton programme, même juste une phrase. Une seule phrase de Raymond DeVos. Voilà, c'est un cadeau que tu me ferais. Je sais que c'est pas dans ta ligne éditoriale, mais si je peux avoir juste une phrase de Raymond DeVos comme ça, mais vraiment une phrase, une petite phrase, tu me ferais un cadeau. Voilà. Bah, parfait. Merci en tout cas. Merci à toi. Jeune âge. La vie c'est vulgaire. Moi mes enfants je vais pas les faire grandir dans un monde imaginaire et après ils se prennent la claque de l'âge adulte. Moi mes enfants ils vont arriver à l'âge adulte, ils vont se dire ah mais c'est plus facile que mon enfance en fait. C'est ça que je veux. Moi si j'ai un petit garçon à partir de 10 ans je lui taille une calvitie moi-même. Viens là. Comme ça il est prêt. Si ça lui arrive plus tard il dit ça va c'est la deuxième on s'en bat les couilles. Il est prêt. C'est trop dur être un adulte les amis, c'est trop dur. J'ai plein de plans, je vais lui donner un nom de fou, genre Sgli vendu, je vais lui rendre la vie compliquée. Il va grandir, il va être fort. Tu vois, je le veux ouvert aussi, ouvert d'esprit mes enfants, ça j'y tiens. Curieux des autres. Je pense que dans la vie on n'apprend que des autres. Moi mes enfants, ils seront juifs, musulmans et chrétiens en même temps. Mais c'est moi qui décide, ils sont quelle religion, quand. À Noël, c'est sûr ils sont musulmans, c'est sûr. C'est sûr, ils font le ramadan. Ah oui, oui, oui. L'Aïd, ils sont juifs. Ils vont croire en 3 dieux uniques. Ils vont être perdus. Je vais les régaler. J'ai une autre idée pour les enfants. Celle-là, elle est un peu technique. Mais tu vas voir, le fond, il est important. Je vais dresser un hibou. C'est la partie un peu technique. Je te mens pas. C'est la partie où j'espérais des tutos sur Internet, sinon je suis dans la merde de fou. Je vais dresser un hibou et je vais l'envoyer à la fenêtre de mes enfants. Avec un mot. Vous êtes un sorcier et tout. Harry Potter. Et je vais les laisser prendre la confiance 24 heures. Le lendemain, j'envoie le même hibou avec un mot écrit « Désolé, on s'est trompé d'adresse. » T'es normal. T'es pas spécial à leur travail. Fils de pute de moldu de merde, va.